C'est... Marion Lescaut. Bonjour Marion, Marion Malosséna-Drosson, je suis ravie de te voir pour parler cet après-midi de l'approche Imago. Alors tu vas nous expliquer en quelques mots ce que c'est, mais surtout j'ai envie et j'ai à cœur d'honorer ton livre qui s'appelle Créer un climat relationnel sécurisant au travail. Et mon Dieu, on sait que c'est un thème dans le monde d'aujourd'hui, dans ce monde qui est peut-être axé sur la production, l'efficacité, le stress et quelle est la place encore de l'humain dans tout ça. Alors, juste peut-être quelques mots de présentation. Tu es juriste de formation, tu as œuvré dans le monde de l'entreprise pendant des années et puis un jour, tu as découvert la pratique Imago et depuis quelques années, tu en as fait ton métier en étant une facilitatrice relationnelle Imago qui œuvre au cœur des entreprises pour améliorer la relation. Mais ça, tout ça, c'est, je dirais, ta compétence professionnelle. Moi, ce que je connais de toi, c'est aussi une femme au grand cœur, passionnée, généreuse et ultra pertinente et fine dans son analyse de la relation et de l'humain. Et donc, c'est pour ces deux raisons que je suis heureuse de te rencontrer aujourd'hui. Merci pour tout ça, Caroline. Alors, quand on dit déjà facilitation imago, est-ce que, ou facilitatrice relationnelle imago, est-ce que tu peux mettre quelques mots sur ce imago, comment tu le définis toi et ce qu'on peut en dire pour des gens qui n'en ont jamais entendu parler? Oui, ouais. Alors, la méthode Imago, elle a été créée à l'origine par un couple d'Américains, Harville Hendricks et sa femme Helen Lakely Hunt, dans les années 80 à peu près. Et c'est une méthode qui, à l'origine, est à destination des couples. En fait, eux étaient un couple. Chacun avait divorcé et vivaient ensemble. Et ils avaient des difficultés dans leur propre couple, au point de réfléchir à se séparer. Et ils ont vraiment voulu travailler sur cette notion du couple. Donc, à l'origine, cette méthode, qui est issue aussi un peu de Carl Rogers ou toute cette mouvance-là, elle est vraiment une méthode thérapeutique à destination des couples. Et puis, elle a évolué. Elle est devenue une approche qui n'est pas forcément thérapeutique, et c'est celle des facilitateurs, qui est vraiment une approche pour toutes sortes de relations et pas uniquement celle des couples, et une approche centrée sur la relation. C'est la relation qui est au centre. Et nous, les facilitateurs, on va aller mettre du soin, de la qualité, de la conscience dans la relation entre des personnes, plutôt que de se focaliser sur une problématique ou quelque chose qui va moins bien. On peut Schématique. Oui, bien sûr. On peut entendre le mot thérapeutique dans le sens de qui guérit, en fait. Et des relations malades, on pourrait dire qu'il y en a en entreprise quand les gens se parlent plus, quand ils se parlent mal, quand ils parlent derrière le dos de quelqu'un d'autre, quand ils arrivent chez leur N plus 1 et qui commence à se plaindre et que le manager se retrouve un peu dépourvu entre des personnes et de faire mais quel est mon rôle là-dedans? Qu'est-ce que je fais avec ça? Mais on va y revenir. Et peut-être juste le terme imago, ça fait penser à image, mais imago, ça veut dire quoi? Alors, l'imago, à l'origine, dans cette méthode, c'est vraiment l'empreinte inconsciente. Imago, c'est effectivement lié à l'image, mais l'image inconsciente ou l'empreinte inconsciente que les personnes qui ont pris soin de nous dans notre enfance nous ont laissée. Voilà, ça c'est la définition du mot imago. Mais en tout cas, par rapport à tout ce qu'on a vécu dans notre enfance, on va aller inconsciemment rechercher ou rejouer des choses dans nos relations futures en fonction de cet imago d'origine. Et on le voit dans l'entreprise aussi, hein, parce on voit le besoin d'être reconnu par un manager, par un dirigeant, le besoin d'avoir une place, le besoin de trouver sa place. Et effectivement, il y a parfois un lien sur je viens terminer mon histoire en disant j'ai pas eu de place dans ma famille, est-ce que là dans l'entreprise je vais en avoir? J'ai pas eu assez de reconnaissance dans ma famille, est-ce que là je vais en avoir? Et Exactement. En fait, vraiment, je te coupe, excuse-moi Caroline, mais vraiment cette histoire de... alors, quand on est enfant, on a des blessures d'enfance, ça c'est très connu, mais il y a aussi que pour continuer à se sentir aimé ou accepté par notre famille ou les gens qui prennent soin de nous, on arrive très souvent à renier des parts de soi ou mettre de côté des parts de soi pour correspondre au modèle de ce qu'on attend. Par exemple, je ne sais pas, dans une famille... euh,
on peut avoir une âme d'aventurière et puis être dans une famille où l'aventure n'est pas du tout quelque chose qui est dans la culture de la famille. Donc, on va renoncer à notre côté aventurier pour coller et pour continuer d'être aimé, pour coller à ce qu'on attend de nous. Donc, en fait, on a tous des parts de nous qu'on a mises de côté, dans Imago, on dit souvent qu'on a congelé, mais en tout cas qu'on n'a pas développé. Euh, et toute l'idée de l'approche Imago, c'est d'arriver à retrouver son entièreté, retrouver toutes les parts aussi qu'on a mis de côté. Et très souvent, ce qui est joli, c'est que dans nos relations, euh, en général, quand on a mis quelque chose de côté, c'est quelque chose qui nous insupporte chez l'autre en face. Parce que c'est par là qu'on a nié chez nous, on les projette chez l'autre. Ça, c'est quelque chose aussi de base. Et la vie est bien faite qu'elle nous met des relations, que ce soit au travail ou ailleurs, qui viennent réveiller en fait ces parts-là. C'est-à-dire que quand quelqu'un m'agace, c'est l'occasion pour moi d'aller réveiller ces parts et d'aller un petit peu plus retrouver mon entièreté. C'est dans ce sens-là qu'on dit chouette un conflit, dans le sens de il y a sûrement une pépite d'or à trouver dans le chaos que ça me fait vivre, quoi, dans le moment relationnel que ça me fait vivre. C'est ça. Ce qu'on dit, c'est que le conflit devient une opportunité de grandir, une opportunité de croissance, en fait. C'est ça. Et je vais terminer juste sur l'imago, parce que c'est la définition de Jung que tu as donné, hein, cette image-là. Mais en biologie, l'imago, c'est le dernier stade du développement d'un être vivant. Et donc, je trouve ça très beau, parce que ce mot, en fait, il recoupe à la fois le début, l'endroit du développement, là où on s'est coupé les ailes peut-être, mais il annonce aussi la totalité de l'être. Donc voilà, ça correspond juste à ce que tu disais. Ouais, ouais. Alors, quand est-ce qu'on fait appel à toi en tant que facilitatrice? Tu as écrit un livre, mais ton livre, il est basé sur beaucoup d'expériences que tu as eues. Toi, tu t'es dit un jour, tu t'es dit, mais je vais aller faire ce métier-là dans les entreprises pour les accompagner à guérir leurs relations ou à aller voir tout le merveilleux qu'il y a, alors qu'a priori, les gens ne se comprennent pas ou qu'il y a beaucoup de tensions. Hmm. Comment ça se passe Alors, quand tu vas en entreprise? C'est comment que c'est ton travail? très souvent, la porte d'entrée, ce qui fait qu'on fait appel à moi, c'est qu'il y a une problématique, c'est qu'il y a un conflit, une tension au sein d'une équipe. Enfin, c'est très souvent, quand les gens ne connaissent pas, la première intervention, elle est souvent dans ce cadre-là. Moi, je reviens 2 minutes sur ce que tu as dit, où effectivement, j'ai eu à cœur de développer cette méthode au sein de l'entreprise parce que c'est un milieu duquel je viens. Et j'ai pu vraiment vivre de l'intérieur à quel point des relations dégradées au sein de l'entreprise peuvent engendrer, bien sûr, de la souffrance, peuvent engendrer des bruits de couloir, peuvent engendrer des tensions, des non-dits. Et ça se traduit après en arrêt maladie, en burn-out. Enfin, vraiment, la qualité du climat relationnel au sein de l'entreprise, c'est fondamental. Et ce sont des choses qui se sont énormément exacerbées avec toute la crise qu'on a connue avec le Covid, où en plus la question du sens et la problématique du sens est venue se greffer à tout ça. Donc, pour revenir sur ce que je te disais, juste très souvent, la porte d'entrée, c'est quelque chose de conflictuel. Et puis, quand les gens, après, connaissent nos accompagnements, eh bien, ils peuvent faire aussi appel à nous sur d'autres problématiques, enfin, qui ne sont pas forcément des problématiques dans le sens strict du terme, mais sur d'autres questions, comme la cohésion d'équipe, comme accompagner aussi, si on sait qu'il va y avoir un changement dans l'entreprise, ça peut être un changement de logiciel, un déménagement. Euh, En fait, tout ce va arriver sur un climat relationnel insécurisant risque de mal se passer et d'engendrer des freins, notamment un changement, même un changement de logiciel. S'il n'y a pas une sécurité au sein de l'entreprise, il va y avoir énormément de freins qui vont venir de la part des collaborateurs, déjà parce que le changement engendre de la résistance, mais en plus, quand les relations sont pas sécurisantes ou sécurisées au sein de l'entreprise, il y aura encore plus de résistance. Donc voilà, c'est toutes ces petites portes d'entrée-là qu'il peut y avoir. Et en général, on m'appelle, c'est, oh là là, c'est le feu, il faut que vous veniez éteindre l'incendie. C'est la porte d'entrée. Tu parles de sécurité, qui est un mot qui revient souvent dans cette approche-là. Et comment tu définirais la sécurité d'un relationnel en entreprise? C'est quoi que les gens ont besoin pour se sentir en sécurité relationnelle? Alors, c'est un ensemble d'ingrédients, j'ai envie de te dire, dans lequel il y a la reconnaissance. Je me sens en sécurité si je me sens reconnue,
si je me sens en sécurité, si je sens que le travail que je fais a de l'utilité. Je me sens en sécurité si j'ai l'impression que j'ai suffisamment d'informations, que l'information, elle circule et que du coup, je fais partie prenante aussi du processus décisionnel, même si bien sûr les arbitrages ne seront pas forcément à mon niveau. Je me sens en sécurité si je sens un sentiment d'appartenance, s'il y a de la confiance. Enfin, c'est tous ces ingrédients qui vont venir jouer sur la sécurité. En fait, c'est assez multiple, mais la communication est un des éléments de base de la sécurité. Si je suis en sécurité, je suis en confiance. Si je ne sens pas de sécurité, je vais être tout le temps dans le mode danger. Je me sens en danger. Donc, j'ai des comportements adaptés qui ne sont pas mes vrais comportements, qui sont des comportements un peu de survie ou en tout cas d'adaptation. Voilà, ce qui fait que je peux, selon comment ma structure de caractère, je peux être soit un peu tout le temps dans la rébellion, soit au contraire m'isoler et ne pas dire ce qui ne va pas. Enfin, après, voilà, je vais adapter mon comportement en fonction de ma structure de caractère. Mais cette sécurité, c'est vraiment un ensemble de plusieurs ingrédients qui sont essentiels. Et donc, pour créer un climat relationnel sécurisant, ça va passer par prendre le temps, donner du temps à la relation. Et c'est un peu un non-sens dans ce monde qui va toujours plus vite, qui court. Comment expliquer, comment mettre cette notion du temps, parce qu'il y a quelque chose de ralentir pour mieux sentir, se donner du temps pour s'écouter vraiment. Et comment ils peuvent installer ça dans des semaines qui sont surchargées. Alors, très souvent en entreprise, moi je sais que j'aime parler le langage de l'entreprise et c'est de savoir quel va être pour eux derrière ce temps qu'ils vont consacrer à ça, où ils ont l'impression on a souvent l'impression qu'effectivement on n'a pas de temps, mais c'est quels sont les bénéfices secondaires. Et en fait, c'est vraiment important parce que le temps qu'on consacre à nos collaborateurs, à nos collègues, on va vraiment le retrouver en termes d'implication, de performance, d'investissement derrière. Donc, il vaut mieux, entre guillemets, perdre un peu de temps pour retrouver tout ça derrière. Tout à l'heure, tu parlais de l'approche thérapeutique. L'écoute en elle-même est thérapeutique. Qu'on soit thérapeute ou pas, le fait d'écouter quelqu'un, c'est quelque chose de thérapeutique. Le fait de pouvoir prendre le temps. Alors, en général, on le fait souvent aux entretiens annuels, où on prend un peu de temps avec nos collaborateurs, et encore, parfois, c'est quand même très minuté. Mais bon, c'est une fois par an. Et le fait de le prendre plus régulièrement, bah, ça permet d'instaurer cette sécurité. Les gens le voient très, très vite. Hein. Et du coup, d'instaurer aussi la communication. Et la communication, ça veut dire pouvoir communiquer sur ce qui va bien et aussi pouvoir communiquer sur ce qui va moins bien. Mais si on communique uniquement sur ce qui va moins bien, on renforce ce sentiment d'insécurité et cette protection tout le temps. Ce qui fait qu'on recrée d'autres résistances. Donc là encore, c'est pas, comment dire, il n'y a pas de bénéfice vraiment important derrière. Alors que prendre le temps de se poser, mais même en équipe aussi, d'avoir des moments où on a des temps un peu informels, où on se demande aussi comment s'est passée la semaine, peut-être aussi si on a des dossiers qui nous travaillent un peu, et bien pouvoir échanger dessus, pouvoir se sentir soutenu. Voilà, tout ça, ça fait on perd entre guillemets du temps, mais c'est vraiment du temps gagné dans la qualité d'implication et d'investissement derrière, quoi. Oui, c'est vraiment important de le souligner, hein, cette notion que finalement, c'est pas perdre du temps, c'est sortir de ce hamster qui tourne dans sa cage pour s'arrêter et puis recréer des bonnes bases pour être plus efficace derrière, pour être plus productif et pour être plus heureux aussi. C'est important ce thème d'être heureux au travail. On a parlé beaucoup de bien-être au travail, mais là, on est sur le bien-être relationnel qui se fait à deux. Il suffit pas d'avoir une salle de sport ou des conditions extérieures. On est vraiment sur un bien-être à l'intérieur et est-ce que les gens vont pouvoir revenir au travail en souriant pour couper court. Tu parlais d'arrêter l'incendie, puis on parle beaucoup de burn-out. Enfin, tout ça, c'est le thème du feu. Il y a vraiment Oui, remettre de l'eau et de la fluidité et cette eau qui persévère et qui fait les petits ruisseaux qui font les grandes rivières, quoi, et finalement. ce que tu dis dans le mot persévérer, c'est très très juste parce qu'il y a aussi comment je fais pour garder mes collaborateurs. Parce que surtout avec la génération qui arrive,
où c'est pas du tout une génération qui est sur l'idée forcément d'un CDI, de passer toute sa vie dans la même entreprise. Et tout ça, ça participe. Moi, j'ai 2 filles qui sont en âge de rentrer dans le milieu du travail. Et la première des questions, même avant, il y a des études qui sortent qui le confirment, même avant la question du salaire, c'est est-ce qu'il y a une bonne ambiance? Est-ce que je vais m'y sentir bien? Il y a là vraiment la notion d'épanouissement individuel aussi qui rentre maintenant au cœur du travail qu'on n'avait pas forcément avant. Autant en tout cas. Et pour autant, la question du salaire, bien sûr, elle reste quand même importante aussi, mais vraiment les critères fondamentaux sont beaucoup est-ce que je vais m'y sentir bien? Est-ce qu'il y a une bonne ambiance? Je reviens sur l'écoute dont tu parlais. Parce que ce mot, c'est quasi un gros mot, hein, le mot de l'écoute. Moi, quand j'interroge les gens, quand je les écoute sur ce qui est important, je les écoute sur ce qui est important, mais ce qui est important, c'est l'écoute. Et en fait, souvent, on est dans écouter pour répondre plutôt que écouter pour entendre ou pour comprendre. Et c'est peut-être une des clés, et c'est très, très bien expliqué. Je remontre ton livre sur ce climat sécurisant relationnel au travail. C'est de voir que l'écoute, c'est une démarche profondément active et que écouter pour entendre, ça va demander d'être au plus proche de ce qu'a dit la personne et pas d'être tout de suite dans la réponse. Alors, il y a cette phase qui n'est pas de la reformulation non plus, qui s'appelle, en imago, ça s'appelle l'écoute en miroir. Je ne sais pas comment tu le nommes dans l'entreprise. Et j'aime bien cette idée de miroir, mais donc, peut-être qu'on peut expliquer aussi qu'un dialogue imago, un dialogue intentionnel, ne se fait pas comme une interview de questions-réponses, parce que tu parlais des entretiens annuels et souvent ça va être des questions qui amènent des réponses, et là on est peut-être plutôt dans la tête, mais donc de donner peut-être ces quelques clés sur le dialogue intentionnel, comment ça fonctionne, et puis cette écoute en miroir qui est vraiment une spécificité dans le monde de la communication de cette approche imago. Oui, 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 tout à fait. Euh, Très schématiquement, le dialogue imago, il se fait avec ce qu'on appelle un émetteur et un récepteur. L'émetteur, c'est celui qui va aller voir ce qui se passe pour lui dans une situation précise et qui va aller faire vraiment, mais c'est ce que tu disais, tout ce chemin de passer du mental au cœur, au trip, en tout cas de descendre, voir vraiment ce qui se passe pour lui, au-delà de toutes les histoires qu'on se raconte, qu'est-ce qu'il en est vraiment. Ça, c'est le rôle de l'émetteur. Et le récepteur, il est là, effectivement, et ça, c'est quelque chose de pas courant, il est là pour vraiment être uniquement à l'écoute de ce qui se passe dans la réalité de l'émetteur. Ça veut dire que momentanément, le temps du dialogue, il va mettre son point de vue, ce qu'il sait déjà de la situation de côté, et il va être simplement curieux, alors simplement, il va se rendre curieux de ce qui se passe pour l'émetteur. Et ça demande du temps. Parce que, comme tu disais, c'est très souvent quand quelqu'un nous parle, on reste dans notre monde à nous et on est dans qu'est-ce que je pense de ce qu'il ou elle est en train de me dire ou qu'est-ce que je vais lui répondre. Là, la posture n'est pas la même. La posture est, vraiment, je fais le temps, je prends le temps d'aller faire le tour et d'aller voir ce qui se passe du côté de l'émetteur. Donc, l'émetteur, il va travailler par ce qu'on appelle des amorces de phrases. Ce n'est pas des questions, c'est ce que tu dis. C'est, par exemple, dans cette situation, ce que je ressens, c'est, et il va continuer avec ses propres mots. Parce que là où la question va faire appel au mental, l'amorce de phrase, elle va permettre d'approfondir et d'aller un petit peu plus loin et plus profond dans ce qui se passe vraiment à l'intérieur. Et le récepteur va avoir ce rôle de ce que tu disais, de faire un miroir. Donc, c'est pas une reformulation avec nos propres mots à nous, mais c'est vraiment reprendre les mots de l'émetteur, ses mots à lui, parce que c'est pas pour rien qu'on emploie un mot plutôt qu'un autre. Et ça permet à l'émetteur de se sentir entendu et compris dans ce qu'il vit. Et ça, c'est déjà en soi extrêmement guérissant. Voilà. Et il va y avoir. Alors, c'est vrai qu'au départ, le dialogue imago, il semble un peu pas naturel. C'est pas notre façon de parler d'habitude, bien sûr, parce que naturellement, on a tendance à faire argument contre argument, argument contre argument, et on arrive dans une joute verbale, mais on n'est pas dans un vrai échange. Donc là, l'idée, c'est de ralentir, c'est de ne pas être dans ce dialogue comme ça. Donc, ça demande une posture un peu différente. Ça s'apprend. Et ça s'apprend assez vite. Après, on est tout à fait. C'est très simple en même temps. C'est juste que ce n'est pas habituel. Mais ça va vraiment permettre à l'émetteur de se sentir entendu et compris. Et au récepteur de prendre conscience de ce qui se passe dans la réalité de l'autre. Et ça, c'est très important. Je pense là à des personnes que j'accompagnais.
c'était une responsable d'équipe et une collaboratrice, où la collaboratrice disait, oui, mais ma responsable d'équipe, à chaque fois qu'elle va en réunion, elle garde toutes les infos pour elle, elle n'a pas confiance en nous, comme ça, elle a du pouvoir. Voilà. Et la responsable d'équipe, en fait, ce qui se passait dans son monde à elle, donc elle a pu découvrir tout ce que ça voulait dire chez sa collaboratrice, et elle ne pensait pas que ça la mettait comme ça en difficulté. Et elle a pu dire, mais moi, au contraire, ces réunions qui sont pesantes, qui sont très tendues, j'essaye de vous protéger, de pas vous dire ce qu'il en est, mais c'était vraiment dans un souci de protection. Et en fait, ce qui se passait dans la réalité l'une de l'autre, c'est à travers un dialogue comme ça qu'on peut en prendre conscience, parce que tant qu'on ne va pas là, on est dans l'histoire qu'on se raconte. Moi, ce que j'imagine, c'est qu'elle garde toutes les infos pour elle parce qu'elle peut se faire bien voir au niveau de la direction et que nous, elle veut nous faire en sorte qu'on n'ait pas les infos pour qu'on se plante. Voilà. Donc, grâce à des dialogues comme ça permet d'être complètement conscient de la réalité de chacun. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord sur les positions l'un de l'autre, mais qu'on se comprend. Et une fois qu'on se comprend, on peut essayer de voir ensemble qu'est-ce qu'on peut faire pour bien travailler ensemble. Si je prends une image dans ce que je t'entends dire, je vois toujours l'iceberg en fait. C'est-à-dire que les gens, ils s'occupent de la partie émergée de l'iceberg en faisant, je crois tout savoir, mais que ce dialogue-là, ce temps-là, cette manière de se mettre à l'écoute va montrer la partie immergée qui est équivalente à 9 dixièmes de l'iceberg en question. On pourrait dire, est-ce qu'on peut dire qu'il y a quelque chose de cet ordre-là aussi? C'est que quand on fait un dialogue, on découvre 90% d'une réalité dont on ne connaissait que 10%. Alors complètement, complètement. Et ce que tu dis, c'est aussi juste quand il y a deux personnes dans le dialogue que quand tu fais un dialogue en individuel avec une personne. C'est-à-dire que vraiment, tu facilites une personne pour qu'elle aille voir plus clair sur quelque chose. Et ça, le 90-10, c'est aussi quelque chose qu'on dit en imago. C'est-à-dire que quand quelqu'un me déclenche en face, en déclenche en moi un sentiment de colère ou d'agacement ou quoi que ce soit, on dit il est responsable pour 10%. Il est le déclencheur, celui qui appuie sur un bouton rouge chez nous. Mais en fait, ce qui fait que ça m'énerve, je prends un exemple. Je sais pas si On tu est au entends travail, mon chat, mais parce que mon chat est en train de miauler et tout ça. il a Voilà. raison. Ok, Il oui, participe, arrête. je vais faire un miroir. Si on prend un exemple au travail, on est là, un collègue arrive, le matin, il dit pas bonjour. Moi, il me fait ça, il passe devant moi. Moi, tout de suite, ça m'active et je me dis, il y a quelque chose que j'ai mal fait, ou il me fait la gueule, ou voilà. Et puis, ça peut très bien, quelqu'un à côté, un autre collègue à côté, ça lui fait rien du tout et il a même peut-être même pas réalisé que quelqu'un était passé sans dire bonjour. La personne qui est passée, elle est le déclencheur, elle est là pour 10%, elle est passée sans dire bonjour. Et ce qui fait que moi, je suis agacée ou triste ou quoi que ce soit, ça, c'est ce qu'on appelle mes 90% à moi. Et ça, c'est tout ce qui est en lien, ce qu'on disait au début tout à l'heure, avec nos blessures d'enfance, avec toutes les parts auxquelles on a renoncé, avec notre besoin de se sentir aimé, etc. Et même si c'est très personnel, une petite chose, même dans le monde du travail, peut venir réveiller ça. Et le dialogue imago, mais c'est exactement ce que tu dis par rapport à l'iceberg, il va permettre d'aller, même pour nous-mêmes, prendre conscience de, au-delà de, mais ce collègue, il est super mal élevé ou je sais pas quoi, d'aller voir, tiens, mais qu'est-ce qui se joue pour moi là? Pourquoi c'est difficile pour moi quand quelqu'un arrive le matin et ne me salue pas? Et après, ça permet d'aller effectivement creuser à l'intérieur de nous et comprendre l'origine de ça, qui très souvent remonte à des choses plus lointaines. Voilà, j'ai plein de choses qui m'arrivent dans ma tête quand je t'écoute, dans tous les sens. Parce que donc il y a toujours une histoire, il y a toujours une histoire qui fait qu'on est déclenché, comme tu dis. Mais alors, le manager ou dans le monde, dans l'entreprise, on va peut-être dire, oui, mais cette histoire, ça ne me concerne pas et je ne suis pas son psy. Et tu vois, tu parles d'intériorité, d'aller loin. Comment ça peut se jouer, cette notion-là, entre à la fois comprendre, écouter, être au courant de l'histoire de la personne, sans pour autant la prendre en charge? C'est une phrase que j'ai entendue aussi à plusieurs reprises, de oui, bon, mais on n'est pas là pour materner les gens. Et comment tu abordes cette question-là Alors, la première des choses que je fais, c'est que je travaille avec le manager lui-même. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait dans toute la première partie du livre, c'est-à-dire sur la question de la reconnaissance, enfin, sur toutes les thématiques liées aux relations dans l'entreprise. À chaque fois, je fais un petit rappel, c'est et pour vous, comment ça se passe? Et vous, comment vous sentez est-ce que vous vous sentez reconnu à votre poste au travail? Comment est-ce que vous gérez la charge de travail sur les autres? C'est-à-dire que euh, mieux je me connais, plus mes réactions sont ajustées.
il s'agit absolument pas de materner les gens ou de faire à leur place, c'est simplement au contraire les rendre conscients et donc leur redonner leur capacité d'arriver à se gérer eux-mêmes. Donc toujours, moi je commence par les managers, parce que quand on encadre une équipe, eh ben, la première des choses, c'est de se connaître soi-même, savoir comment on réagit. Et, euh, et après, on peut, une fois qu'on sait comment nous on réagit, on sait un petit peu ben, justement nos 90%, on peut accompagner notre équipe ou nos collaborateurs à prendre conscience de ce qui est important pour eux. Ça passe beaucoup par la question des besoins, plutôt que de rester dans quelque chose de ça va pas, de toute façon, on n'a pas les moyens de travailler, puis ils se fichent de nous, et puis ils nous disent jamais, ils tiennent pas compte de nos remontées terrain, et puis on peut très vite rester dans une position un peu de victime comme ça. Et si le manager accompagne ses équipes et les aide à aller voir quel serait votre besoin dans cette situation-là, ça c'est très important. Après, qu'est-ce que vous pouvez faire par rapport à votre besoin? Et qu'est-ce que moi, votre N+1 ou votre je sais pas quoi, je peux faire pour vous aider? Et c'est surtout pas materner les gens, au contraire, c'est leur redonner leur pouvoir et leur capacité pour qu'ils reprennent la main et qu'ils puissent éventuellement au bout faire une demande, mais une demande claire. C'est pas tout va mal, il y en a marre, il faut que vous fassiez quelque chose. C'est cette situation est difficile parce que ça et ça. Du coup, moi, voilà comment je le vis. Voilà de quoi j'aurais besoin pour pouvoir me sentir bien dans mon travail et avoir l'impression que je fais un bon travail. Et voilà ce que moi, je pourrais faire par rapport à ça. Et ce que vous pourriez faire pour m'aider. Donc, c'est tout sauf du maternage. Ouais, C'est aider les gens merci. à grandir. Mais merci pour ta réponse et pour ce focus que tu mets sur la responsabilité. Et c'est vrai que c'est peut-être une des difficultés dans le monde de l'entreprise, mais dans le monde tout court, je dirais, c'est la plainte, quoi. C'est la quantité de plaintes. Puis tu as d'ailleurs un très beau dialogue dans le début de ton livre pour être à l'écoute des plaintes des collaborateurs, d'un collaborateur, et d'amener la personne à, plutôt que de rester dans la plainte, à retrouver son pouvoir d'action, comme tu dis, en touchant à son besoin, avec toujours cette invitation à qu'est-ce que moi je peux faire pour mon besoin, et à l'autre personne de comment est-ce que je peux t'aider à prendre soin de ton besoin. Et là, je dirais, il y a un thème, souvent les gens, ils ont la solution, qui est la réponse à leurs besoins, puis ils voient qu'une seule solution, qu'une seule version. Quand on touche aux besoins, on peut retrouver de la créativité, puis voir qu'il y a peut-être d'autres manières de répondre à ce besoin-là, qui vont mettre de la sécurité, qui vont permettre de baisser la tension. Et en tout cas, c'est Exactement. très, très bien expliqué. Dans Et ton... juste, si je peux me permettre, Caroline, juste, mais par rapport à cette question, c'est que souvent l'idée qu'on a de réponse aux besoins, elle vient de l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Il faudrait que la direction Oui, nous donne ça. Il faudrait que mon conjoint change. Il faudrait que ça vient de le problème, c'est non. toi. Pardon, je te coupe, Le mais problème, c'est voilà, et ça ira mieux quand toi tu changeras ou quand toi tu oui. répondras à mon besoin. Et c'est justement ça la clé, c'est qu'est-ce que moi je peux déjà faire par rapport à mon besoin. Et c'est là que je reprends mes compétences et que je reprends ma force de vie, quoi, parce que c'est vraiment de ça qu'il s'agit derrière, je pense. Et merci de réinsister dessus. C'est vraiment important cette chose-là parce que, bien sûr, de quoi j'ai besoin, c'est que si je dis des gros mots, c'est j'ai besoin que tu arrêtes de me faire chier. En fait, j'ai besoin que tu arrêtes. C'est toujours j'ai Tu besoin que t'occupes de moi. et comment est-ce que je peux, moi, revenir à ça? Et tu dis, ça nourrit la vie et ça donne de la vie. Bon, il y a vraiment mon chat qui a décidé de venir se mettre dans le truc. Je voudrais, juste peut-être pour terminer ce passage, à qui s'adresse ce livre que tu as écrit à partir de toute ton expérience et de la facilitation Imago et de ton expérience et de ton expertise en entreprise? À qui ça s'adresse? Et peut-être comment on l'utilise. Et enfin, voilà. Alors, Dis-nous. à qui il s'adresse vraiment le cœur de cible, comme on dit, j'ai appris en communication, ce sont les managers. Hein. Mais ça peut s'adresser aussi à un artisan, ça peut s'adresser bien sûr à un directeur dans une entreprise, ça peut s'adresser à tout à chacun, parce qu'en fait, ce qui est dit là au niveau des relations du travail, c'est tout à fait applicable au niveau de toutes nos relations. Et vraiment l'idée, et c'était le souhait de l'éditeur aux éditions Erol, c'était de faire quelque chose qui soit extrêmement pratique. Donc il y a une première partie théorique qui est assez succincte, avec vraiment des clés de compétences relationnelles, des clés par rapport à Imago, toujours, mais très très simple. On peut parler par exemple de ce dont on a parlé tout à l'heure, de comment se passe un dialogue, comment est-ce qu'on crée de la sécurité. Il y a ce qu'on appelle le principe en Imago, on dit 1 + 1 = 3.
C'est-à-dire qu'il y a toi, il y a moi, et puis il y a notre espace relationnel. Et toute la question de comment est-ce qu'on travaille cet espace relationnel, qu'est-ce qu'on y met, et on y trouve ce qu'on y met, etc. Donc la première partie théorique, elle est assez courte, très, Tu aimes bien très simple. montrer que c'est que ça hein, dans Voilà. le livre. Je t'ai Et vu, pourquoi faire ça? je t'ai vu à l'ouverture du livre, tu faisais ça, c'est la théorie. Mais tout ça, C'est la pratique. Et dans la théorie, toujours retour à soi. Et pour vous, comment c'est? Et pour vous, comment c'est? L'idée, c'est comment est-ce que moi, je me positionne par rapport à cette thématique. Et après, c'est 10 situations, le livre, qui sont effectivement issues de mes accompagnements en entreprise. Et il y a des situations, c'est classé, hein, les situations individuelles, les situations en binôme et puis en groupe. Et ça peut être comment aider un collaborateur qui est en perte de sens, comment réfléchir en équipe, comment sortir de la plainte, comment accompagner de collaborateurs en conflit. Voilà, c'est à chaque fois sur des situations extrêmement précises, avec le même découpage à chaque fois. La situation, moi, qu'on m'a demandé quand je suis intervenue, ce qui se passait sur le terrain, quels étaient les enjeux, quel a été le résultat du processus de facilitation. Et ensuite, il y a comment faire pour. Et à chaque fois, ça reprend la thématique en question. Et avec vraiment c'est un pas à pas de ce que peut faire le manager avec son équipe, comment il s'y prend. Il y a des dialogues, il y a comment est-ce qu'on installe même la pièce, les chaises, comment on les positionne. C'est extrêmement pratique. L'idée, c'est j'ai un problème, j'ai une équipe qui se plaint beaucoup. Je prends le livre, je l'ouvre au chapitre comment sortir de la plainte et j'ai un pas à pas que je peux suivre en tant que manager. Voilà. c'est en tout cas une mine d'or à la fois pour être dans la réflexion, pour apprendre sur soi et pour travailler ensemble et proposer peut-être des nouvelles formes de réunion, hein. Tu parlais du groupe, on a beaucoup parlé de la relation un à un, mais il y a vraiment des beaux processus aussi de groupe en équipe qui vont changer la réunion classique du lundi matin ou du vendredi après-midi où chacun se perd un peu, où peut-être les histoires se répètent. Et quand on met ces ingrédients de l'imago en place, une nouvelle chose se passe, hein. Il y a vraiment toujours cette découverte avec cette phrase qui fait, tiens, mais j'avais jamais dit ça, ou je l'avais jamais dit comme ça, ou je l'avais jamais entendu comme ça. Et donc, pour moi, c'est vraiment une approche qui amène à découvrir du nouveau et pas à ressasser de l'ancien. Exactement. Ouais, tout à fait. Bon, alors, on va finir par une mini démo. Je vais te faire juste une appréciation dans la forme, parce que tu l'as expliqué en théorie, puis on va le faire comme ça. Est-ce que tu veux bien être réceptrice de mon message d'appréciation pour toi et de faire ce travail du miroir, du coup, et puis comme ça. Est-ce que tu es d'accord de faire ça? Avec plaisir. Allez, avec plaisir. Ouais, attends. Alors, Marion. Parmi toutes les choses que j'apprécie chez toi, j'apprécie particulièrement la lumière qu'il y a dans tes yeux quand tu parles de la qualité des relations au travail. Alors, je t'entends dire qu'est-ce que tu apprécies. Parmi toutes les choses que tu apprécies chez moi, une chose que tu apprécies particulièrement, c'est la lumière dans mes yeux quand je parle de cette question des relations au travail. Est-ce que c'est bien Oui, ça? oui, et je me dis quand je vois ça, quand je vois cette lumière-là, je me dis vraiment que si c'est ça que tu arrives à transmettre, et je le crois, parce que je t'ai rencontré à plusieurs reprises, et je me dis que le monde va aller mieux si c'est ce regard-là allumé qui rentre au bureau le matin, mais aussi qui rentre à la maison le soir, d'avoir passé une journée satisfaisante. Hmm. Bon, ce que je t'entends dire, c'est que ce que tu te dis quand tu vois mon regard comme ça, c'est que bah, tu te dis que le monde, il va aller mieux si effectivement, quand on arrive à l'entreprise le matin ou quand on rentre chez nous le soir, on a ce regard allumé par cette lumière-là, ça pourrait faire que, en sorte que le monde aille mieux. Est-ce que c'est Oui, ça que tu as dit? Ouais. oui, oui, c'est globalement ça, mais je me sens rejointe. Et en tout cas, quand je te vois comme ça, ben, ça m'invite, moi, à me souvenir de est-ce que mes yeux sont bien allumés? Est-ce que je suis bien au cœur de ce que j'aime et de ce que j'ai envie de transmettre? Et je te remercie pour ce rappel. Hmm.
Ça me touche ce que tu dis, alors je laisse rentrer. En Mm. tout cas, ce que je t'entends dire, c'est que quand tu vois ça, ce regard allumé, ben, ce que ça fait, c'est que ça te renvoie à toi de te dire, est-ce que là où je suis, j'ai bien ce regard allumé et est-ce que je... Alors, tu vois, j'ai été touchée. Quand on est touché, c'est plus difficile de faire le miroir, mais Oui, euh, te poser la question de savoir si, quand tu fais quelque chose, ton regard, il est bien... En tout cas, ça t'invite à ça, savoir est-ce que mon regard, il est bien allumé quand je transmets ça. oui, parce que je me dis, c'est ces yeux-là que je veux avoir aussi, en fait. C'est ces yeux-là qui sont pleins de vie. Donc voilà, je te remercie pour tes yeux pleins de vie. Ben, merci à toi, Caroline, en tout cas pour ça. Ce que tu te dis, c'est est-ce que j'ai toujours les yeux pleins de vie parce que c'est ces yeux pleins de vie que tu voudrais avoir aussi. Mm. Oui, merci Marion. Ah, merci à toi. Merci. Alors, attends, où est-ce que je suis? Là-haut.